caucus où nous allons donner donc la parole à deux intellectuels étrangers a priori au projet, et justement en espérant peut-être un éclairage un peu différent sur, en tout cas, le concert d'hier soir, et plus généralement sur les enjeux liés à des productions de musique qui se situent délibérément sur le terrain de l'interculturalité. Alors je remercie beaucoup Jérémy Spirtlas d'avoir accepté cette invitation, et puis Renaud Laforesterie aussi de se joindre à nous. Jérémy Spirtlas est un écrivain qui écrit beaucoup, et je peux en témoigner. Je l'ai laissé hier soir en train d'écrire, et je l'ai retrouvé ce matin toujours en train d'écrire. Et il a écrit beaucoup de choses. J'espère qu'il ne va pas tout lire, sinon je suis désespéré par rapport à la gestion du temps. Mais voilà, il collabore à de nombreux journaux, et il a réalisé avec Andy Ebner et avec Frédéric Leval une interview qui est actuellement disponible donc, autour de ce projet, une interview qui est disponible sur le site de Mediapart. Donc, je le remercie de s'être livré au jeu de l'observation instantanée. Et ensuite, Renaud Laforesterie, pour le deuxième éclairage, est PDG de la radio Génération 82, qui a décidé, donc, en tant qu'éditeur musical, d'assumer une passion pour le rap. Il y a eu cet été un événement qui nous a beaucoup marqué, Frédéric Leval et moi-même. C'est une interview donc, à Luc Bonner dans Le Monde, qui est datée, je crois, je ne relis plus mes notes exactement, je crois du 13 août. En tout cas, c'était vers le milieu du mois d'août, dans Le Monde, qui nous a, ça a une telle intensité et, osons dire, d'une clarté de vue et d'une clarté d'exposé qui nous a fait inciter à inviter Renaud Laforesterie aujourd'hui. Nous sommes tous très heureux qu'il ait pu accepter. Donc chacun aura 10 minutes de parole, 10 minutes, un quart d'heure de parole, et ensuite donc, nous ouvrirons la discussion. Déjeuner 13h30, voilà, pour fixer un repère, parce qu'on a pris une demi-heure de retard entre les trains de Chantilly, d'Henri-la-Ville, les voitures perdues. Oui, mais donc on glisse un peu pas après, mais voilà, ça permettra d'ouvrir la discussion. Finalement, 13h30 dans la classe, c'est bon. Parfait. Jérémy Spirtlas, je vous laisse la parole. Bonjour, moi en fait je tiens quand même à préciser une chose, c'est que je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais alors pas du tout. Je ne suis pas musicologue, ni ethnomusicologue. Je suis en fait écrivain et journaliste. Mon journalisme, c'est plutôt du journalisme culturel et surtout musical. Donc en effet, dans mon métier de journaliste, je croise souvent ce genre de projet. Et donc j'ai une espèce de grille de lecture comme ça qui s'est constituée. Bon, voilà. Donc je ne prétends pas du tout apporter une réponse à la question qui est posée là, c'est-à-dire l'architecture du Slam à l'Atlas, est-ce que c'est un collage, une création? Ça, je ne prétends pas du tout répondre à cette question. Je vais peut-être donner des éléments de réponse et surtout poser d'autres questions par-dessus, voir quels sont finalement les sujets qui sont, les questions qui sont soulevées derrière ce sujet-là. En guise de préambule, j'aimerais bien juste poser comme ça trois termes de vocabulaire entre guillemets. Le premier, c'est intégration. Intégration parce qu'on parle de transculturalité, on parle de ce que la transculturalité peut apporter en termes de contre la ghettoisation, etc., et en termes de politique culturelle, sociale et même politique tout court. L'intégration est un terme suremployé, dont on abuse en tout cas vraiment beaucoup. L'intégration, qu'est-ce que c'est? L'intégration, c'est prendre un élément autre et en faire partie intégrante du tout. Alors on peut voir ça sous deux lumières différentes. La première, ce serait une uniformisation. Tout à l'heure, j'ai entendu le terme d'absorption. Voilà, c'est-à-dire faire un mélange un peu gris, ne voir qu'une seule tête. Et on peut voir ça sous le point de vue de l'assemblage. C'est-à-dire on a plusieurs éléments qu'on assemble et à ce moment-là, on voit ce que ça donne. C'est marrant parce que le terme d'intégration, autrefois, on lui préférait, ou
fait, je ne sais pas, peut-être qu'il a remplacé le terme d'assimilation. On parlait par exemple de juifs assimilés. Je me souviens, on en parlait encore dans ma jeunesse, donc dans les années 80, on en parlait encore beaucoup. C'était un terme qui recouvrait à peu près le même sens mais qui ne signifiait pas tout à fait la même chose, parce que l'assimilation, on a justement plus le sens d'absorption. Mais dans l'assimilation, ce que j'aime bien, c'est le terme, la dimension d'apprentissage, la dimension pédagogique du terme d'assimilation. On a les méthodes d'assimilation, on assimile des connaissances, etc., etc. Ça, j'aime bien. En musique, sinon, il y a un terme que j'aime beaucoup et qui finalement s'apparente à la même idée, c'est le terme d'appropriation. Et alors l'appropriation, encore une fois, c'est aussi un terme qui a beaucoup de sens péjoratif. On peut penser à expropriation aussi, on peut penser à rendre propre, ce qui est aussi difficile à vivre. Mais l'appropriation, pour moi, c'est plus justement rendre propre dans le sens faire sien, dans le sens en fait que un élément musical qui ne nous appartient pas forcément, qui nous est un élément musical extra-européen par exemple, pour un musicien européen, ou un élément musical européen pour un musicien extra-européen, devient un outil qu'on ajoute à sa boîte d'outils. C'est un élément musical comme les autres, comme une nouvelle gamme, comme une nouvelle technique de jeu, des choses comme ça. On en a plein d'exemples d'appropriation parmi les compositeurs du XXe, par exemple. On en a surtout parmi les jazzmen. Les jazzmen se sont appropriés d'abord de leur origine, des origines du jazz, des origines africaines. En fait, le jazz est né de la rencontre de l'Afrique, de la musique africaine et de la musique européenne déjà. Ensuite, on a une assimilation, une appropriation des divers modes occidentaux. Puis ensuite, on a une appropriation, moi, je ne vais pas non plus retracer tout ça, mais on a une appropriation de Stravinsky, on a une appropriation de Debussy dans le jazz modal, on a une appropriation de tout ça. On a un phénomène aussi en France qui est assez intéressant, c'est le phénomène Gainsbourg, qui s'est approprié dans sa carrière tellement d'éléments musicaux qui ne lui étaient pas propres au départ, que c'est impressionnant. Et hier, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est justement la souplesse de Giz, qui était justement comment il assimile la parole de l'autre, pas forcément c'est à la fois une assimilation dans son sens, dans son rythme, et à la fois on pourrait parfois l'appeler une dégénération et en même temps un enrichissement. Il y a les deux dimensions là-dedans. Voilà. On a ces trois termes-là, et ceci posé, on peut considérer justement l'alternative qui est proposée, c'est-à-dire l'architecture du cinéma Atlas. Est-ce que c'est une création, est-ce que c'est un collage? Et alors là, encore une fois, on apprend le vocabulaire, parce que qu'est-ce que c'est qu'un collage et qu'est-ce que c'est qu'une création? Est-ce que l'alternative est-elle une réelle opposition? Et moi, à mon sens, ce n'est pas une réelle opposition. On pourrait voir collage comme juxtaposition, ou collage comme assemblage, encore une fois, comme tout à l'heure on avait l'assemblage. Alors moi, il y a une chose qui m'a d'emblée frappé hier soir, puisque finalement on parle du spectacle d'hier soir, c'est la sonorisation. La sonorisation qui déjà nous place d'emblée sur un truc, peut-être qu'on n'y a pas pensé, mais si on veut mettre tous les instruments au même niveau sonore, en effet, on a besoin d'une sonorisation, ce qui fait que cette rencontre est d'emblée dans la même modernité. On ne pourrait pas avoir cette rencontre si on n'avait pas la sonorisation. Alors, le fait est que, bon, ça c'est une petite critique, moi j'étais en plus juste à côté des haut-parleurs, résultat, je me suis pris des décibels, j'avais l'impression d'être sourd en sortant. C'était qu'en fait, là, dans le sens de la sonorisation, on est quand même dans l'absorption. Parce qu'il y a des sons qui dominent, le son de la trompette, le son du saxophone, le son du piano. Quand tout est mélangé sur une même voie de sonorisation, eh bien, on n'entend plus les sons un peu plus discrets du reverb, les sons un peu plus discrets de l'oud. Donc, résultat, déjà, on a un assemblage qui, on va dire, est un peu informe. Ça, c'est la première chose. Pareil pour le gamery électrique. C'est aussi une vraie question. Est-ce que le gamery électrique, qu'est-ce que c'est que cet instrument hybride? Est-ce que c'est vraiment un instrument transculturel ou est-ce que c'est un instrument complètement, un espèce d'assemblage informe? Je ne sais pas. Ça, c'est encore une question que je me pose. Si on parle de collage, il y a aussi
le côté superposition, quand on colle une feuille sur une autre, etc. etc. Donc une dimension verticale du collage qui n'est pas forcément pas créative. C'est pour ça aussi que voilà, l'alternative n'est pas forcément une opposition. Donc on a la dimension verticale du collage hier soir a donné, à mon sens, des moments absolument fabuleux. Je vais en citer 3-4 parce que c'est vraiment ceux qui me restent là maintenant, mais évidemment il y en avait d'autres certainement que j'ai peut-être pas noté ou voilà, qui sont passés trop vite. Le premier, et c'était vraiment un moment magique, je pense, pour tout le monde, c'était une introduction rythmique en duo entre le gambri et la contrebasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là qui était... Gambri électrique. C'était... c'est vrai. Non, mais c'est en effet tout à fait valide. Toujours est-il que ce moment-là, il y a eu un rythme qui est parti, qui a été... je ne sais pas si c'est un rythme... Est-ce que c'est un rythme propre qui est parti du contrebassiste? Est-ce que c'est un rythme qui est parti du gambriste? Je n'en sais rien. N'empêche que les deux se sont appropriés, les deux en ont fait quelque chose et ils l'auraient fait tout seul, ça n'aurait pas donné la même chose. À deux, c'était extraordinaire. Donc cette dimension de collage. Il y avait un autre dialogue dans le dernier, dans le bis, entre guillemets, c'est-à-dire le Ina Ismek, si je prononce bien, entre Fatima Tabanrant et Ordi Emler au piano, où il y avait un véritable duo qui était beaucoup moins homogène, qui n'était pas un unisson comme on avait pu avoir entre le gambri et la basse. C'était le chant d'un côté et un accompagnement qui mettait en valeur sans coller. C'était ça aussi. Alors ensuite, on a aussi une autre dimension verticale entre les deux slammers, tout au début et ensuite un passage vers la fin qui était le passage baraka, où en effet on avait encore cette dimension verticale vraiment admirable. On reprend, chacun reprend, comment dire, la dimension d'assemblage, là, est dans l'instant, finalement. Là, on parle vraiment dans ce qu'on aurait pu faire du bœuf. Enfin, c'est pas vraiment un bœuf, comme disait Andy Hamler tout à l'heure, parce qu'on a vraiment un accord sur ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. C'est évidemment un peu improvisé, mais c'est pas juste une rencontre dans l'instant où tout jaillit. Une musique où chacun fait son truc dans son coin. C'est pas du tout ça. Alors sinon, si on parle entre collage et création, revenons donc à l'alternative de départ, collage et création, et le terme que j'avais mis en exergue qui était assemblage. Assemblage suggère un plan d'assemblage, donc peut-être une cohérence dans l'ensemble du spectacle, de la soirée, un fil rouge, une constante. Andy Hamler disait tout à l'heure un terrain commun. Terrain commun, c'est terriblement proche de lieu commun. Et on ne peut pas éviter de tomber dans le piège. Et d'ailleurs, encore une fois, on est tombé parfois dans le piège hier soir. On est tombé dans des lieux communs qui ne sont pas forcément désagréables, dans lesquels on prend parfois beaucoup de plaisir, mais ce sont quand même des lieux communs d'une grille harmonique et rythmique qui ressemble très très fortement au jazz. Des lieux communs peut-être dans les thèmes abordés dans les textes. Je ne dis pas tout le temps, encore une fois, c'est dans certains, de temps en temps on tombe là-dedans, où les textes ont trait à des lieux communs. Voilà. Et donc, si la parole rythmique qui était censée au départ, dans le projet de départ, être ce lieu commun, ce terrain commun qui fait naître la rencontre, était bien présente, omniprésente du début jusqu'à la fin du spectacle, par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'elle était vraiment le lion, la sauce qui lie tous les ingrédients? Et est-ce que, même si c'est à la fin, sur la fin du spectacle, on a vraiment eu cette impression-là. Alors, encore une fois, si on reparle du plan d'assemblage, voilà, on a vu le plan d'assemblage, ça peut être un fil rouge ou une constante au cours du spectacle. Le plan d'assemblage, ça peut être aussi donner une cohérence
global au tout, c'est-à-dire au lieu d'enchaîner indifféremment les pièces, faire naître une tension, la mener à un climax et la faire se détendre ensuite. Donner vraiment une direction avec tisser un réseau de références internes au cours de la soirée. Ça, on l'a entendu balbutier au début, mais finalement, ce qui apparaît réellement, c'est qu'au cours du spectacle, on cherche la rencontre, on hésite, on s'évite en même temps, et au cours de la soirée, on a trouvé un langage commun. On a trouvé justement le rythme qui permet d'élaborer un langage commun et qui produit donc des ingrédients, qui produit à partir des ingrédients un tout cohérent. Voilà, moi c'est juste un début de quelques éléments comme ça de réponse que j'en vois. Je ne prétends pas que ce soit complètement exhaustif et je ne prétends pas que ce soit tout à fait pertinent toujours, mais voilà, dans l'impression directe. Merci beaucoup, Jérémy Spirlas. Peut-être une réponse, ou en tout cas une réaction de Frédéric Duval. C'est quelques observations. Oui, on est au cœur des questions esthétiques qui se posent dans ce type de création, entre guillemets, transculturelle. On peut ouvrir un débat qui peut nous amener jusqu'à demain matin. Et il faudrait, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, simplement, et je crois que les questions posées par Jérémy Spirlas sont complètement légitimes. Après, il faudrait se livrer à une vraie analyse, une écoute commune pour dire là, c'est commun, là, la rencontre ne se produit pas, là, et puis on verrait qu'il y a des opinions très différentes sur le là. Mais voilà, on ne va pas pouvoir faire cette écoute commune pendant. Il faut s'accorder sur le là. La sonorisation, c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question dans la mesure où, par exemple, on pourrait très bien dire que ces instruments-là ne jouent pas naturellement ensemble. Le lotar ne joue pas habituellement avec le saxophone, que les niveaux sonores sont différents, que la nécessité de la représentation scénique amène, à partir du moment où on a décidé de mettre des musiques sur scène depuis fort longtemps, et maintenant dans l'époque où nous sommes déjà depuis longtemps, il y a la nécessité de cette sonorisation, d'abord essentiellement pour établir un mix équilibré entre les instruments. Après, il y a des spécificités, la salle des Charpentes. On a pris la décision dès le départ, avec Andy Ebler depuis quelques mois, contre l'envie qu'on a naturellement à Royaumont, de ne pas le faire dans la salle que vous verrez Fatima Tabarin tout à l'heure, le réfectoire, parce qu'il y a trop de réverbération. Avec cette seconde d'écho, la clarté des différentes voix instrumentales et des voix tout court est impossible. Et sur un projet qui est basé sur la parole rythmique, c'était encore plus impossible. Donc effectivement, on sonorise, l'époque est habituée à la sonorisation, les instruments qui sont en présence ne peuvent pas jouer d'ailleurs, ne jouent pas naturellement ensemble. Il faut tout le même, voilà, il faut créer l'espace sonore commun dans une salle qui gueule. C'est le boulot du sonorisateur qui l'a fait aussi bien que possible d'arriver à trouver un équilibre. Alors le niveau sonore, même pour moi, était très élevé, peut-être trop élevé. On parle du sonorisateur, il apparaît. Vincent Mahé de Sextant, avec qui on a un compagnonnage depuis longtemps. Et la sonorisation a été soulevée par notre ami Jérémy Spirlas. Oui, peut-être. Un point de vue de musicien, oui. Quand même, parce qu'on parle à leur place. Non, mais c'est bien de vos avis. Moi, je ne suis pas convaincu de la nécessité absolue de la sonorisation, puisque là, bon, effectivement, on a recentré sur le projet Islam à l'Atlas, donc vous levez ce point-là sur ce projet-là, mais puisqu'on a parlé en soi de rencontre musicale, je ne suis pas persuadé qu'il faille absolument recréer un mix, comment dire, certes une batterie n'a jamais joué si justement ça arrive, et ça arrivera certainement de plus en plus, à côté d'un lotar, et il y a un équilibre à trouver, mais il y a aussi des façons de jeu à découvrir sur des instruments qui ont des dynamiques extrêmement riches. Je ne sais pas, moi j'ai aucun problème en tant que saxophoniste de jouer pianissimo à côté d'un lotar.
même si lui ne peut pas jouer aussi forté que je trouve. Simplement dans les outils et dans ce que Andy a bien imaginé comme moment où vous êtes tous ensemble, il était bien que les instruments faibles sont immédiatement couverts par les instruments forts, que ce soit les cuivres ou les percussions. Et donc finalement, pour beaucoup de raisons, on finit par arriver à l'impérieuse nécessité de sonoriser. Mais cette nécessité-là, il faut quand même que les musiciens, et donc particulièrement dans ce projet, qu'on relativise la nécessité, cette nécessité-là. Parce que c'est à nous autres de créer le mélange dynamique, le mélange acoustique, et donc ça implique qu'individuellement chacun trouve des façons de se mélanger, trouve des façons d'enrichir la dynamique, en l'occurrence vers le bas. Je dis un patron. Je peux dire alors un mot au sonorisateur quand même. Là, on est coincé. L'idée, je pense qu'il y a une grande confusion avec la sonorisation, et partout, et en particulier ici. C'est-à-dire que je rejoins absolument mon ami Guillaume sur certains points seulement. C'est-à-dire que la sonorisation ne peut pas gommer des déséquilibres acoustiques trop importants. Et donc, la sonorisation devrait vraiment être conçue comme quelque chose qui, j'allais dire, la touche finale, pour que la transmission au spectateur soit meilleure. Maintenant, si les déséquilibres acoustiques à l'intérieur de l'orchestre sont trop forts, la sonorisation n'est pas une assistance, au contraire, ça devient un ennemi. Donc Guillaume, il est particulièrement remonté contre la sono, tout le monde le sait et on le respecte pour ça. Mais je pense en tout cas que là où je lui donne raison, c'est qu'effectivement, il y a une confusion de genre sur le rôle de la sonorisation. La sonorisation ne peut pas servir, en particulier dans des petits lieux comme ça, avec des dynamiques gigantesques comme ça, la sonorisation ne peut pas servir le collectif en croyant chacun individuellement que le déséquilibre dans lequel il se trouve va être compensé par un mouvement du fader de l'ingénieur. C'est vrai que ça c'est un... Et du coup, cet endroit-là, avec le réfectoire encore bien plus, devrait être aussi un laboratoire où on réfléchit plus au son, puisque le son est toujours greffé en dernière minute comme une espèce de sonorisation, en effet, alors que le son doit absolument être conçu au départ des projets comme élément, parce que malgré tout, dans le réfectoire, c'est encore bien quelque part, je te suivrai encore bien plus volontiers, Guillaume, en disant dans le réfectoire, c'est tellement sonore, qu'est-ce qu'on a besoin de son? On a besoin de renforcer encore? Non. Mais par contre, on a besoin d'intelligibilité. Vous mettez une percussion dans le réfectoire, et vous en apercevrez cet après-midi, vous mettez une percussion dans le réfectoire qui va remplir avec 90-95 décibels, c'est-à-dire qu'il va créer une masse sonore amplifiée, suramplifiée, c'est-à-dire que si cette source, elle fait 95 décibels au départ, elle va faire 103 naturellement dans l'acoustique du lieu. Pour qu'on ait au-dessus de ça, pour qu'on ait des voix qui soient un minimum intelligible, compréhensible, il faut qu'on soit au minimum, le minimum absolu, c'est qu'on soit 7 à 8 dB au-dessus de cette masse sonore. Donc on est déjà en train de solliciter la sono, et évidemment elle est interprétée par tous les spectateurs et les musiciens comme quelque chose qui est de l'ordre de la surenchère. C'est absolument pas le but de la sono, bien sûr. J'en aurais beaucoup à dire, mais... Est-ce que, juste une question si je peux me permettre, est-ce que vous voulez dire que malgré toute la compétence des ingénieurs et le degré de sophistication du matériel, la technologie ne peut pas gommer toutes les différences? C'est une évidence absolue. C'est-à-dire que la compétence ou l'incompétence, qui est toujours très difficile à mesurer, il y a un moment, on ne peut pas être plus fort que les murs. C'est impossible. Et si, c'est ce que j'ai passé un quart d'heure à l'expliquer à nos amis marocains, qui sont dans une problématique très difficile cet après-midi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est leur problématique? C'est d'avoir une musique très énergétique, très festive, et donc ils sont dans un endroit où en fait il y a une profonde incompatibilité. Cette incompatibilité, pour moi, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est l'occasion d'un enrichissement, si on peut en discuter, si on peut faire en sorte qu'il y ait un accompagnement, et c'est ce que je me suis efforcé de faire pendant une demi-heure avec eux. Et pour moi, l'idée, c'est de dire, on ne sera jamais plus fort que les murs, on ne sera jamais plus fort que les différences entre musiciens. Donc essayons de travailler et d'intégrer fondamentalement les différences et aussi la force du bâtiment. Parce qu'on ne sera jamais plus fort que le bâtiment. Merci beaucoup. Je propose qu'on remette la discussion. Non, mais parce que c'est important. Alors si c'est tellement important, oui.
Non, mais Absolument. c'est-à-dire, juste une chose d'abord, c'est-à-dire, comme dit mon ami ingénieur du son Michel Ordina, un sonorisateur, il ne peut pas enlever du son, il peut qu'en mettre. Mais je crois que c'est un problème provisoire. Je pense qu'à mon avis, dans un siècle, une cinquantaine d'années, un siècle, les sonorisateurs auront la possibilité d'enlever du son plutôt que d'équilibrer en mettant. Donc il faut être patient par rapport à ça. Je crois qu'il y a déjà des très bonnes recherches qui sont faites par rapport à ça. Ça existe déjà. Donc, et figurez-vous que l'essentiel de mon travail est sur ce principe-là, c'est-à-dire des mises en phase de micros entre eux, des choses qui effectivement créent des annulations. Mais il y a un moment où de toute façon, malheureusement, enfin je suis absolument, et tu es beaucoup plus clair que je ne peux l'être, on peut pas retirer du son. Je suis pas sûr que la technologie nous permettra un jour de retirer du son de façon ça c'est violente. un autre débat. Mais c'est ce que je voulais dire d'important, c'est que par exemple, vous allez en Inde et vous allez écouter un concert avec des grands maîtres indiens. Je peux vous garantir que la sonorisation d'hier soir, c'est du super luxe. Alors si vous allez écouter un grand musicien indien avec un son où c'est épouvantable et que vous dites le concert était super mais la sonorisation était épouvantable, eh bien je peux vous jurer que vous allez faire un tour et vous ne revenez plus. Vous devez être capable de passer aussi au-dessus de ça. Et en Afrique, il y a des concerts merveilleux où le son est épouvantable. Mais si vous n'arrivez pas à goûter la force de la musique, même si la sonorisation est épouvantable, voilà. Je crois qu'il faut quand même relativiser très fort cette chose du son, parce que la richesse, elle est plus grande derrière. Merci Fabrice. Peut-être une dernière remarque de Frédéric. Oui, parce qu'on va passer la parole à la foresterie, mais évidemment, le début d'analyse de Jérémy Spierglas demanderait beaucoup de développement. Mais personnellement, j'ai senti hier que les paroles rythmiques provenant des différentes langues et des différentes cultures et des différents langages musicaux, à pas mal de moments, arrivaient à s'articuler, arrivaient à créer cet espace, ce tiers-espace dont parle Andy, le compagnonnage entre Fatima et Jeez, ou Fatima et Khalid, cette façon dont ils ont su non seulement partager les micros, mais créer un espace de langue mise en commun qui crée un son commun. La journaliste du Monde a dit une des choses intéressantes qu'elle a dit dans son papier, c'est Véronique Mortaigne, c'est la conjugaison du speed, du slam, surtout celui de Jeez, avec les sons lents de l'Atlas, c'est le différentiel des débits des langues, qui était au travail là-dessus. Et je trouve que dans ce que nous avons entendu hier, eh bien, un espace commun s'est créé à certains moments, pas tout le temps, entre ces langues, entre ces débits, entre les sens. Et alors là, justement, Jérémy disait et quelques autres, comment Jeez, pour le dire encore, arrive, même s'il ne connaît pas du tout le sens littéral de la langue, comment il en capte quelque chose qui fait sourire, mais qui fait sourire dans sa profondeur, quelqu'un comme Fatima, qui a senti qu'elle est comprise quelque part par le rythme même de la langue, par le débit de la langue, par ces éléments-là, des langues qui ne sont pas des éléments littéraux, et comment, se rendant compte qu'il l'a comprise, elle joue le jeu et ils profèrent ensemble quelque chose dans le flot du rythme imaginé par Andy Aimé avec tous les musiciens, et quelque chose se passe. Voilà, quelque chose se passe, à chacun de dire en réécoutant l'enregistrement ou en allant une deuxième fois et une troisième fois écouter ce soir et demain soir, c'est là, non, moi je crois que c'est là, c'est plus là, c'est plus là. Bon. Et sur les langues, à mon avis, quelque chose s'est passé sur le débit, sur le flow, comme disait Antoine. Et puis, il y a un son d'ensemble. Je crois qu'ils sont arrivés hier soir, on reverra ce soir, à créer un son collectif. Ça n'est plus le son de X, Y, de Mehdi, de Fatima, de Khalid, de Guillaume ou de Laurent Blondiot. C'est à certains moments, quand c'est bien réussi et que tout le monde n'est pas trop fort dans la sonne, il y a un son d'ensemble, les musiciens posent un son d'orchestre, voilà, qui est beaucoup plus que la somme des composantes, et ça sonne neuf, inédit, qui n'existait pas antérieurement. Et ça, à certains moments aussi, ça existe. Et dans ce que disait Jérémy aussi, finalement, une critique implicite de l'architecture et de la dramaturgie, je pense que la dramaturgie d'ensemble, dans cette architecture pensée par Andy et qui existe,
la perception par le public de la dramaturgie, de cette tension qui nous emmène jusqu'au bout et qui fait qu'on ne verra pas le temps passer, va s'améliorer. Hier, c'était la première. On a essuyé les plâtres. Je crois que Samuel, en charge de production ici, disait il nous a manqué le général. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le bidouillage artistique. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle estimait que jeudi, il avait fait un filage, qu'il fallait qu'il se consacre au son, c'est une chose si importante dans cette salle, que donc on faisait l'économie d'une générale. Peut-être on n'aurait pas dû faire l'économie d'une générale pour que déjà, devant le public, cette perception du son d'ensemble et du langage commun apparaisse dans le monde. Bon, j'arrête là pour passer la parole à Bruno Laforesterie, mais effectivement, c'est une discussion qu'il faut qu'on poursuive bien au-delà des 10 minutes qu'on peut lui accorder. Merci beaucoup Frédéric. Donc, vous avez remarqué qu'on a prononcé son nom une dizaine de fois au moins depuis le début. Je remercie Benoît Laforesterie d'avoir patienté jusqu'à maintenant. Donc je vous laisse enfin la parole. Merci. Je n'ai pas patienté, j'ai profité depuis hier soir jusqu'à maintenant et avec une oreille et puis une oreille novice sur certains jours aussi. J'ai apprécié, je tiens déjà à vous remercier énormément de ma présence, de votre présence aussi et des artistes qui ont été plus qu'à la hauteur. Je le disais en préambule, c'est vrai que je dirige une radio, ce qui me fait vivre économiquement. Je suis aussi à l'origine d'un projet qui s'appelle Paris Hip Hop, qui me fait vivre intellectuellement et artistiquement. Et c'est peut-être même à ce titre aujourd'hui que j'interviens, puisque je suis praticien de terrain, et puis on a fait des rencontres déjà avec différentes personnes avec qui on doit travailler et on travaillera sur le sujet du hip-hop et des artistes qui sont dans cette mouvance, pas uniquement musicale, comme tout le monde doit le savoir aujourd'hui. En lisant l'intitulé du programme, Transculturalité contre les ghettos, j'ai été obligé de m'interroger sur l'intitulé. Pas que je sois là pour faire une conclusion artistique, parce que c'est vrai que là, le débat des spécialistes va être mené indépendamment de moi s'il le faut, on y assistera, mais c'est vrai que j'aurai juste une oreille d'observateur et de passionné, mais sur le sujet en tant que tel qui était évoqué, qui était la conclusion et la thématique transculturalité et ghetto, là c'est vrai que je vais essayer de vous livrer dans les prochaines minutes, non pas une observation de spécialiste, mais essayer de documenter un peu ces deux notions. Déjà la notion de transculturalité. C'est vrai qu'on parle d'une société multiculturelle, on a un exemple américain qui est souvent mis en avant, et cette notion de transculturelle est finalement beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Si je devais la comparer un peu dans le mécanisme mathématique, la multiculturelle c'est une addition potentielle entre différentes cultures ou personnes qui donne un résultat, et on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est une addition. Le transculturel, je pense qu'il faut le vivre comme une multiplication. C'est quelque chose qui est à la fois beaucoup plus complexe à créer et beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, hormis 2 plus 2 égale 2 fois 2, dès qu'on passe les deux, on est sur des choses, des multiplications qui sont beaucoup plus puissantes. Et je pense que c'est ça qu'on doit interroger aujourd'hui sur cette notion transculturelle, y compris dans la création artistique, qui fait qu'à un moment donné, vous n'êtes pas une addition de talents, vous êtes une multiplication qui crée une forme qui est extrêmement complexe et qui porte sens. Donc voilà, c'était une première notion de dire qu'effectivement, la notion transculturelle, je ne dis pas que je la valide, mais je pense qu'elle doit être réfléchie et validée. J'ai un de mes amis qui s'appelle Claude Brunelleschi qui a créé un projet Trace, qui a écrit un manifeste sur une société transculturelle avant qu'Obama soit élu, donc on peut au moins, qui actuellement, je le disais hier à Frédéric, fait une conférence au MIT, parce qu'il est américain, sur ce sujet transculturel, et donc c'était bien de le mettre dans l'intitulé et de l'intitulé du projet en tant que tel, la transculturalité. Ensuite, dans l'intitulé, il y avait transculturalité contre les ghettos, et c'est là que je m'oppose. Je propose une autre réflexion. Parce qu'en fait, c'est transculturalité avec les ghettos. Puisque dès qu'on rentre dans cette notion de ghetto, il faut bien savoir que, et là je vais être un peu provocateur, mais ça sera documenté, et j'ai relu Didier Lapéronie, les ghettos français, là, pendant les différentes minutes précédentes. Il faut voir que finalement, les ghettos sont considérés comme une solution au problème. Il faut tout simplement interroger le problème avant d'interroger la notion de ghetto. Dire la transculturalité contre les ghettos, c'est finalement déjà se mettre dans un monde extérieur. Et ce que je propose comme analyse et comme même pas conclusion, mais comme réflexion, c'est de dire que finalement, les ghettos sont une solution à un problème posé par l'extérieur, et que le problème aujourd'hui, c'est la société française qui le pose.
Et il suffit de se projeter dans les 8 dernières années, les 9 dernières années, de septembre 2001 à 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour, 2005, les émeutes de Clichy-sous-Bois, 2008, celle de Villiers et toute la société française, comme on l'a vécu encore cet été, pour voir que la société française aujourd'hui, dans son acception culturelle et sociétale, a un problème. Et effectivement, les ghettos, tels qu'on les voit, tels qu'on les conçoit, évoluent en fonction de ce problème, se radicalisent potentiellement, se replient sur soi. Mais c'est une solution au problème qui est aujourd'hui, qui est posée par nous tous. Et donc poser la question de la transculturalité contre les ghettos, ce n'est pas considérer que finalement les ghettos qui existent, effectivement, on peut les chiffrer à tous les niveaux, ne sont pas finalement une forme d'organisation sociale qui est en réaction, c'est un contre-monde. Et donc moi je propose d'interroger d'abord le monde tel qu'il est aujourd'hui, et je pense que dans votre vision artistique c'est celle-là, avant d'interroger le contre-monde tout simplement. Donc il faut s'attaquer finalement au problème. Et pour reprendre également des définitions là, qui sont intéressantes, le ghetto, et là je le lis parce que c'est pas de moi, se constitue par une relation complexe entre la famille, la rue, les institutions et le monde extérieur. Et une fois qu'on part avec cette base, on se rend bien compte que c'est en partant de là, la famille, la rue, les institutions et le monde extérieur que finalement on peut construire une solution et qu'elle a également une vérité artistique. Parce que finalement, la famille, on voit bien, et il en parlait, disent, il y a une réalité dans le rap, dans la musique qui fait que les familles, dans les ghettos ou dans les quartiers populaires, sont issues beaucoup d'une immigration africaine au sens large. Et donc la relation à la famille est essentielle, c'est la relation à la mémoire, à la culture familiale. Et donc évidemment, se pose obligatoirement la question, quand on parle de culture et de ghetto, de quelle est la culture familiale des personnes vivant dans ces quartiers. Première réflexion. Il y a une réflexion autour de la notion de rue qui fait qu'aujourd'hui, il y a une culture de rue qui a émergé, et c'était également conçu comme une solution pour les jeunes, et particulièrement les jeunes hommes, de construction d'un être et d'une sociabilité qui n'existait pas dans la famille, du fait du découplage entre la réalité des parents et la réalité des enfants. Cette culture de rue existe, elle n'est pas interrogée aujourd'hui par très peu de personnes, et elle est mal comprise et incomprise dans son utilité, et parce qu'elle est comprise que dans sa violence. Mais pour aussi s'interroger sur cette violence, il faut s'interroger sur son existence. Sur la notion d'institution, bien entendu, on voit bien que c'est l'institution, et l'institution au sens large, qui ont, entre guillemets, qualifié les cultures et les ghettos, qui les ont normés, et qui les ont organisés. On ne parle pas des plans d'architecture, c'est l'institution au sens large. Évidemment, les institutions doivent se remettre en question, et elles se remettent en question. Et le monde extérieur, c'est en fait nous et le monde au sens large. Et en partant de ces quatre notions, effectivement, il y a une possibilité aujourd'hui de créer une idée de transculturalité et d'y injecter une forte dose d'artistique et de culture. Et je crois que c'est une mission, si on doit se donner des missions dans la vie, que les différentes institutions, que le monde extérieur, que les familles, et que la culture de rue dont je suis un représentant, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais on en est on participe, on y participe, on l'a un peu formaté même pour le meilleur ou pour le bien, et puis les artistes en font partie, surtout ceux qui ont une expérience de terrain, et je crois finalement, y compris dans les musiques de l'Atlas ou du Mali, ça se passe également dans la rue. C'est pas des musiques qui se font dans des enceintes élitistes. En partant de cette base-là, c'est vrai que s'il y a une volonté collective de reprendre l'essentiel et de redire ça, il y a un moyen effectivement de forger une notion culturelle et d'essayer de la construire ensemble dans une notion le bottom-up, du bas en haut. Et c'est vrai qu'il y a le rôle et la place d'institutions comme Royaumont qui, entre guillemets, auraient pu avoir l'image d'une institution hors sol, entre guillemets, on en parlait avec le directeur, et élitiste, aujourd'hui, d'accompagner et de faire ce que vous faites aujourd'hui avec, je ne dis pas que Aubervilliers c'est en bas et Royaumont c'est en haut, mais la démarche est celle de dire qu'il faut construire de la base en remontant, et en tout cas, si cette acception, cette notion de ghetto, si vous êtes d'accord pour entrer et que ce travail peut être fait, elle est porteuse au niveau musical et culturel, je pense, de beaucoup de choses et d'expériences. Ça a été fait avec le slam, ça aurait pu être fait avec le rap, ça peut être fait avec toutes les esthétiques. Et elle est porteuse aussi au niveau local. Et il y a nos amis d'Aubervilliers, du Canal 93, tous les gens qui ont une pratique, nous dans le 20e, on voit bien que finalement ça permet de construire des réalités sociales, ça permet de construire des relations, ça
ça permet de donner des projets et qui ont un sens au-delà de la sens culturelle, qui ont un sens politique. C'est une des réflexions que je proposais d'amener en disant que ce n'est pas une conclusion, c'est une ouverture sur le reste qui, entre guillemets, je pense, c'est pas une validation, mais une validation de la démarche parce qu'on y adhère personnellement et une motivation pour que tout chacun, quelle que soit sa discipline, puisse se projeter là-dedans et en fait casser les clichés et en disant que finalement on parle de transculturalité contre les ghettos déjà, ce n'est pas contre, c'est avec. Et la question c'est que comment faire pour que les ghettos disparaissent, sachant qu'ils ne disparaîtront jamais, mais que la vie dans les ghettos s'améliore. Et c'est possible. Nous là on a fait la preuve au Brésil dans les 10 dernières années. Merci Bruno Lepolastri. Je ne ferai pas de commentaires pour lancer tout de suite le débat et proposer à qui veut d'intervenir. Sachant une chose, c'est qu'il y a la journée du 14 octobre au Aubervilliers qui va reprendre le ballon sur le terrain proprement des politiques publiques possibles, des préconisations avec des élus, un autre type d'intervenants. Donc ça ne se clôt pas là. Une partie d'entre vous, se retrouvera au Aubervilliers le 14 octobre. Voilà, juste pour ne pas engendrer la frustration à l'heure qu'il est. Donc qui veut... Si vous souhaitez intervenir, Amélie est là. Tout à l'heure, à un moment, tu parlais de... Tu as dit... et peut-être que je n'ai pas compris, mais tu disais il y a des trous dans la musique africaine, il y a des trous dans la musique indienne, qui sont pas, sous-entendu, qui ne sont pas les mêmes. Et donc, est-ce que tu cherches par des rencontres multiculturelles oui, est-ce que aussi, comment dire, je commence par dire, comme ta description est très globale, tu parlais des âmes collectives et les interactions entre les âmes individuelles au sein de ces différentes sortes d'âmes collectives, comme un espèce de, on pourrait visionner une espèce de mandala universel. Donc du coup, après, quand tu as parlé de trous dans telle ou telle musique, est-ce que ce qui t'intéresse dans les rencontres interculturelles, ce serait d'aboutir à une espèce de musique globale voilà. D'autant qu'on a parlé, quand on parlait de langage musical, on a parlé de points communs, de fonds communs, sans les détailler, ce qui fait qu'on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, qu'on soit musicien ou pas, mais après avoir parlé de points, toi tu as parlé de trous. Oui, en fait, j'aurais peut-être... Oui, dis-moi. Des réponses un petit peu rapides, il y a plusieurs questions qui arrivent. Voilà. En fait, peut-être que le mot trou, c'était peut-être pas le bon mot. Il y a du vide. Mais peut-être, oui, c'est-à-dire, Guillaume, je te regarde dans les yeux si tu me poses une question. Mais peut-être on aura l'occasion d'en parler plus parce qu'on a l'habitude de parler des choses. Mais pour essayer de donner un peu, pour moi, dans ma vision, sans aucune certitude, au secours, vraiment, sans aucune certitude, des choses que je dis souvent pour expliquer aux gens, c'est que dans la musique africaine, il y a l'idée de superposition qui permet d'accéder à certaines choses, qui permet d'accéder à la trance, et donc elle permet d'avoir un contact avec les esprits, et donc avec les âmes, l'âme collective de la personne qui est là et qui concrètement, donc il y a un lien entre le visible et l'invisible. Pour ça, tout s'organise d'une certaine façon, on fait des cycles courts qu'on superpose, et bon, en général, la longueur des cycles, c'est un chapitre à part dont on pourrait parler. Mais si je vais par exemple directement en Inde, comme tu sais très bien, les séquences rythmiques sont extrêmement longues et elles ne se superposent jamais. Donc déjà en soi, quand un rythme en Inde se crée, il
laisse tout un espace complètement vide qu'il n'utilise jamais. Ça, c'est dans le cas vraiment de la matière musicale, sans compter l'interprétation. Il y a, quand il y a la musique indienne jouée, il y a un vaste champ d'interprétation utilisé par l'Afrique qui n'est jamais au même endroit. Jamais au même endroit. Et donc, hier soir, par exemple, on parlait de l'histoire de l'œuf par rapport au rythme. On a beaucoup de rythmes maghrébins, ça tourne comme un œuf, ça tourne pas rond. Et alors, comme c'est comme un œuf, quand un œuf commence à tourner, on ne peut jamais anticiper l'œuf. En Inde, on peut tout anticiper. Donc, tous les endroits où l'œuf tourne dans la musique maghrébine, vous comprenez un peu l'image, ça tourne rond, carré, je ne sais pas, mais vous faites tourner un œuf, bon voilà. Tous les espaces que l'œuf va prendre, en musique indienne, on ne les prend jamais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on commence à combiner les deux? Nous-mêmes, nous avons déjà fait des expériences quand on a enregistré l'album Elohim, on était sur des structures africaines, combiner des structures indiennes, donc ça c'est au début des années 90, je ne sais plus de quelle année, je ne sais pas quoi, 16. Donc on a fait commencer tout un travail par rapport à ça, et c'est un travail qui pour moi doit continuer. Maintenant, l'art de la pensée indienne, de la musique indienne, fonctionne avec l'idée de vide, comme l'expression africaine fonctionne dans l'idée de vide, parce que c'est dans le vide que l'invisible va agir. Donc quand on manipule de la matière, il faut laisser du vide pour que ce soit rempli par l'âme collective. Maintenant, dans toutes les régions du monde, il y a ces phénomènes-là. Et curieusement, il y a des endroits où le vide d'un endroit est comme un puzzle, parfaitement connecté avec le plein d'un autre. Et ça, je voudrais souligner, parce que vous avez fait une longue analyse qui était très très bien, etc. Vous avez rajouté deux mots qui pour moi sont fondamentalement importants, c'est l'addition et la multiplication. Et pour moi, quand je travaille dans un projet, je recherche toujours quels sont les éléments de la multiplication. C'est-à-dire revenir à la graine, à l'origine, pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a un plein qui s'est fait là et un vide s'est fait là. Et puis travailler sur les deux, pour ne pas qu'ils se mangent l'un l'autre. Merci Fabrizio Gasso. J'avais une question. Madame souhaitait intervenir. Je ne sais pas si vous pouvez éventuellement brièvement vous présenter justement. Ghislaine Glaçon-Deschaux, revue transeuropéenne. Je me posais la question des concepts et des références avec lesquels on interroge un projet transculturel. Les concepts que vous avez utilisés tout à l'heure sont des concepts propres à la République française, y compris au cœur de ces blocages, assimilation, intégration, ces espèces de dichotomie dont on ne sort jamais, multiculturalisme qui fait pousser des cris d'orfraie à beaucoup de Français, beaucoup d'institutions transculturelles. Alors, je me disais, tiens, qu'est-ce que ça donnerait d'écouter, d'interroger ce spectacle, d'abord dans une perspective plus européenne, y compris en incluant d'autres langues que le français, et de les interroger avec les référents, les champs de référence de nos collègues marocains. J'aimerais bien avoir aussi la manière dont peut-être un projet comme celui-ci va interroger la société marocaine dans sa complexité extrême. Et la question du ghetto, telle qu'elle est posée, c'est-à-dire comme si le ghetto était un absolu, une entité en soi, me pose aussi un petit problème parce je crois qu'on a des phénomènes de ghettoisation qui sont très complexes et qui se déplacent. Parce qu'un territoire, ça n'est plus aujourd'hui une forme close, c'est une forme ouverte, les territoires se déplacent. Un territoire n'est pas identique à lui-même, ni sur 5 ans, ni sur 10 ans, et encore moins, bien sûr, sur 100 ans. Donc, là aussi, alors c'est pour ça que le collage est très intéressant, parce qu'on sait bien que le collage en art, c'est une vraie forme de création, et c'est une forme de création qui déplace les formes, justement, et qui les recompose. Donc je me demande si on ne risque pas, avec des outils un peu figés, de passer à côté de ce travail sur les interstices, sur les jeux qu'il peut y avoir dans une entreprise comme celle-là. Merci pour cette belle question. Je ne sais pas si Jérémy souhaite
intervenir sur la question de l'écoute et puis ensuite peut-être... Moi, je trouve que cette question est tout à fait valide. Moi, j'ai essayé d'apporter... Moi, je ne peux pas tout faire, mais c'est en effet tout à fait valide. Je ne sais pas si je suis tout à fait capable de répondre par une question. Moi, juste rapidement, je dirais qu'il y a une chose qui m'a frappé hier soir, c'était une question en fait assez mathématique. Moi, j'ai une formation scientifique auparavant, en fait. Et c'est comme si on avait chaque individualité et qu'au cours du spectacle, certaines individualités prenaient plus de poids, et donc à ce moment-là, il y avait un barycentre qui se créait, qui se déplaçait en effet de l'un à l'autre. Maintenant, moi, voilà, à part cette dimension-là, et moi j'ai mon analyse qui est évidemment une analyse très européenne, très française, j'aurais du mal à apporter d'autres éléments de réponse. Merci, je vais peut-être Benoît Lapoisserie souhaite répondre sur la question des outils avec lesquels on reprend. C'est une réflexion. Je pense pas que la notion de ghetto est liée obligatoirement à des notions territoriales, parce que bien entendu, déplacement, et on a bien vu dernièrement Monique Pinson-Charlot, le ghetto du Gotha, et on parle bien du ghetto de Neuilly, et ça reste depuis 2 siècles un ghetto d'une manière ou d'une autre dans son acception littérale. Donc dans l'expression, en tout cas j'en avais voulu assimiler un ghetto à un territoire en considérant que le territoire finalement était un territoire fermé. La question qui est posée, c'est comment on vit dans ces ghettos. Et tout simplement, en partant de l'hypothèse qu'ils existent, ils ont existé, ils existeront, la question qu'on pose, c'est comment on y vit et comment faire pour y vivre mieux, aussi bien économiquement qu'artistiquement et socialement. Et là, une des réflexions, c'est une réponse artistique qui peut être proposée avec une méthodologie. Loin de nous de penser que les ghettos sont entre guillemets des territoires fichés, fermés, pas du tout. Et je pense que dans l'analyse, dans la question qui était posée, la transculturalité contre les ghettos, c'était les ghettos intellectuels également dans lesquels il fallait se projeter. Non, et puis c'est l'idée aussi de voir comment les responsables politiques et des politiques publiques peuvent se mettre ensemble, le compartimentage de l'administration, les aménageurs du territoire d'un côté, les affaires culturelles de l'autre, les affaires culturelles au niveau national, au niveau territorial, à tous les niveaux territorial, régional, départemental, des services sociaux, comment on peut créer justement un lien intra-administratif et entre les élus pour que des projets entre guillemets transculturels, puisque le mot a l'air de faire quand même un petit peu consensus, on voit bien qui se situe sur un espace neuf, comment est-ce que petits projets, moyens projets, gros projets, dans les territoires, peuvent contribuer au vivre mieux ensemble. Et comment, effectivement, il y a peut-être une petite révolution dans les habitudes administratives, dans les rendez-vous politiques, dans la façon de se parler dans les territoires avec les opérateurs culturels, pour reprendre la formule, mais aussi avec les associations, avec tout ce qui est convenu d'appeler la société civile, comment on peut progresser là-dessus. La droite a beaucoup reproché aux opérateurs culturels d'être élitistes et de penser les créations et les formes artistiques dans leurs coins en contact avec la population. Il y a peut-être une toute petite part de vérité là-dessus à certains moments, et peut-être que justement des projets qui organisent la mixité des langages artistiques, il est utile, je ne sais pas comment le formuler, à un certain moment qu'une dynamique s'enclenche dans les territoires et que, voilà, par exemple, on parle beaucoup du Grand Paris. Laurence Penel est ici qui représente justement la question que se pose l'organisme appelé le Grand Paris sur comment intégrer le spectacle vivant. Eh bien, c'est la même question, c'est la question que nous posons ici et j'imagine qu'ils se la posent dans leur réflexion. Comment mettre ces projets de la transculturalité au cœur de la réflexion sur le vivre ensemble dans les territoires qui se déplacent, qui sont mouvants et où le ghetto n'est peut-être pas là où on croit et les beaux quartiers non plus, et les périphériques, on est en train de le couvrir. Mais voilà, il faut faire avancer le schmilblick de ce côté-là parce qu'on sent bien qu'il y a des blocages. On sent bien aussi que les forces artistiques et les financements en France sont essentiellement du côté des formes anciennes, encore, il faut le dire, mais que ça bouge, que les lignes bougent, et qu'il faut, entre
culturel responsable et responsable politique et élu continuer à faire bouger ces lignes, à inventer ensemble avec les gens. J'ai pas la réponse du comment, mais on pose la question. Merci Frédéric. Et encore des interventions, je propose d'en prendre encore peut-être une ou deux, puis dans mon cas, s'il vous plaît, madame. Oui. Cuisine. Hélène Asfeld pour le ministère de la Culture et donc département de la Recherche. Je reprends la balle au bond lancée par Frédéric Deval, justement, et par Bruno Laforesti, sur cette interrogation du rôle que peuvent jouer les institutions là-dedans et plus clairement de comment les institutions sont interpellées dans leur rôle politique, dans leur rôle culturel, dans leur rôle social, par justement tout ce qui se passe, tout ce qui fermente dans ces territoires, quelquefois appelés justement ghettos, et qui sont ici porteurs d'énormément d'éléments interculturels. Alors, je voulais simplement dire, parce qu'on en reparlera le 14 octobre, qu'au niveau du ministère de la Culture, il y a un grand intérêt qui est porté à ce type de débat dans un groupe de travail que j'anime avec des institutions dites patrimoniales, des chercheurs et des associations, justement pour faire réfléchir les institutions sur ce qui fait patrimoine aujourd'hui, bien au-delà de notre façon de le penser, nous franco-français, occidentaux, etc., mais à travers ces problématiques du trans, de l'inter, et avec l'idée politique profonde que, comme l'a dit Frédéric, il y a un tiers espace, quelque chose, une tiers culture qui peut se créer, qui n'est absolument pas affigée, mais qui serait toujours en création, en mouvement, au-delà de l'universalisme républicain et des concepts qui le fondent, dont on a parlé tout à l'heure, et au-delà aussi d'une sorte de multiculturalisme dont on ne sait pas grand-chose en France, mais qui se passerait entre les différents acteurs, quels qu'ils sont. Merci beaucoup, Hélène Asfeld. Donc nous avons déjà un pied dans la journée de jeudi. Je vous invite donc à venir poursuivre le débat avec nous au long de cette journée qui s'annonce très longue et très passionnante. Je voudrais vous remercier. Dans leur intervention tout à l'heure, Violetta Joubert Solano et Lina Tchibari ont insisté sur le fait qu'il était difficile d'expliquer les choses dès lors qu'on se concentre sur les interactions et que toutes les certitudes qu'on avait dès lors qu'elles sont liées à des appareils d'analyse préexistants disparaissent dès lors qu'on voit comment les gens interagissent, comment ils travaillent ensemble. Et il me semble que ce sera un des enjeux de cette journée que j'espère et que j'attends avec beaucoup d'impatience de jeudi, d'essayer de voir comment on peut, à partir de ce qu'on a pu observer autour de ce projet singulier, c'est-à-dire des musiciens qui se mettent ensemble pour fabriquer du lien social entre eux, mais fabriquer aussi du lien social avec le public qui fait exister ce concert, comment on peut passer de ce niveau-là à un niveau d'une coopération institutionnelle autour de certaines urgences de nos sociétés contemporaines malgré tout. Vous avez 3 heures avant le concert de 17h pour faire des propositions. Bon appétit en attendant et à tout à l'heure. Et à table tout de suite.